Alors bonjour à tous et à toutes, c'est reparti donc pour un second cours sur les microsimas. Matière organique et matière organisée. Il est important de bien faire la distinction entre ces deux appellations. La matière organique est de la matière minérale, chimique, caractérisée uniquement par le fait qu'elle comporte des atomes de carbone. La matière organisée, quant à elle, est la matière vivante. Il faut savoir que bien longtemps, les philosophes, les théologiens et les scientifiques ont cru que la matière organique pouvait engendrer la vie. Ils pensaient que de la terre humide, réchauffée au soleil, engendrait les êtres vivants, au moins les plus élémentaires, à savoir les micro-organismes. On nomme cette conception la génération spontanée ou équivoque, la spontéparité, l'hétérogénie. Saint Thomas d'Aquin lui-même croyait à la génération spontanée. Le poète Lucrèce, 95 ans avant notre ère, avait chanté la maternité de la Terre se situant dans un système cosmogonique où la Terre, centre du monde, se peuple de végétaux, d'animaux et finit par enfanter l'homme lui-même. Cette théorie était celle admise par Aristote, Pline et bien des savants de l'époque de Béchamp. Au XIXe siècle, beaucoup de savants veulent éradiquer la notion de créateur et d'intelligence originelle. Reprenant les théories de Darwin, la créature serait le résultat accidentel de l'association de divers composants. Un peu comme si l'on mettait dans une boîte tous les composants d'une voiture et qu'avec le temps, des secousses, l'influence de rayonnements divers, on retrouverait un jour une voiture en état de rouler. Aujourd'hui, tous les savants sont unanimes pour rejeter cette hypothèse. Pourtant, notre paradigme biologique et médical moderne repose toujours sur ce concept. Ces théories sont en effet tout à fait compatibles avec nos croyances actuelles autour de la maladie. Elles seraient la résultante d'une agression par un micro-organisme extérieur ou par un désordre accidentel dans le fonctionnement de cet organisme, puisque celui-ci ne fonctionnerait que par hasard, un peu comme s'il était en équilibre sur une corde raide et risquait à tout moment de chuter d'un côté ou de l'autre. Il est clair que si la création est le fruit d'un accident, un autre accident peut engendrer son dysfonctionnement et sa disparition. C'est bien évidemment de l'ironie. Et qu'en est-il alors de la finalité du vivant et de la création? À quoi bon? Alors Alain vous invite à visionner un film sur son site qui s'appelle « Le sens de la vie ». Voilà, je transmets. Après des années à réfléchir et à explorer le vivant, Béchamp en est arrivé à cette conclusion, je cite « Il n'y a qu'une chimie. La matière n'est douée que d'activités chimiques et physiques. Il n'y a pas de matière organique par essence. Toute matière est minérale. Ce qu'on appelle matière organique n'est que de la matière minérale dont le carbone fait nécessairement partie constituante. La matière organique, chimiquement constituée, est profondément distincte de la matière organisée. Le chimiste peut, par synthèse, former de la matière organique. Il est impuissant pour l'organiser. Il ne peut créer une cellule. La faculté d'organiser la matière réside primordialement dans des organismes vivants préexistants. Dans les êtres organisés, les divers appareils de l'organisme sont les lieux où s'accomplissent les mutations de la matière organique, organisée ou non, et ces mutations se font selon les lois ordinaires de la chimie. Maintenant, je vais vous parler de la cristallographie. Nous savons que toute substance est constituée d'atomes agglutinés selon une certaine architecture spatiale. Il en est de même pour les substances organiques, c'est-à-dire des substances contenant des atomes de carbone. Cette disposition spatiale va être à la base de l'un des outils utilisés par Béchamp pour explorer le vivant, la déviation de la lumière polarisée vers la droite ou vers la gauche en fonction de cette structure spatiale. En traversant des liquides contenant des substances organiques en dissolution, la lumière polarisée tourne à droite, la substance est dite alors dextrogire, à gauche, la substance est dite lévogire, ou des deux côtés à la fois, la substance est dite racémique.
Cette découverte, la cristallographie, a été faite par un chimiste et atomiste du XIXe siècle, Auguste Laurent. Elle permet de démontrer qu'il y a eu ou non une modification de la structure spatiale de la substance étudiée. Les premiers pas de Béchamp dans l'exploration de la matière organisée. Béchamp commence à étudier la question à partir de 1854. Il recherche les causes de l'inversion de la lumière polarisée, en apparence spontanée, pour le sucre de canne qui est du saccharose dextrogire. Une fois hydrolysé et transformé en un mélange de glucose et de fructose, il devient lévogire. Béchamp démontre que cette transformation est liée à l'action de moisissures venues coloniser son eau sucrée, transportée par les poussières de l'air. Les autres chercheurs de l'époque pensaient que la présence de ces moisissures était accidentelle et sans conséquence. Très vite, Béchamp cherche à comprendre l'origine de ces moisissures et leur rôle dans le mécanisme d'inversion. Il va poursuivre ses expériences pendant 6 années consécutives. C'est ainsi qu'il parvient à démontrer que certaines substances antiseptiques, comme l'acide phénique ou la créosote, interdisent l'apparition de ces moisissures et donc l'hydrolyse. Il veille soigneusement dans ses expériences à éliminer toute présence de substances albuminoïdes, provenant de bactéries par exemple, que l'on peut déceler facilement. Et il démontre que lorsque le sucre s'hydrolyse, il y a eu préalablement apparition de substances albuminoïdes apportées par les moisissures, le mélange a été contaminé par voie aérienne. Il travaille sur diverses moisissures avec des résultats qui peuvent varier légèrement d'un type de moisissure à l'autre. La levure de bière semble bien devoir être assimilée à une moisissure. Il parvient à isoler le ferment soluble en cause, enzyme ou zymase, et à étudier ses diverses propriétés. Il constate en particulier qu'il est détruit par l'ébullition et n'est pas de nature albuminoïde. Il est tout à fait comparable à d'autres ferments solubles connus à cette époque, comme la diastase, la synaptase, la pepsine. Il donne à ce ferment soluble de la moisissure ou de la levure le nom de zytosymase. Et il fait la différence entre ce ferment soluble et les êtres organisés. Je cite, « Il n'y a pas d'exception, tout ce qui vit est organisé, et tout ce qui est organisé est insoluble. » Fin de citation. Il démontre, entre autres choses, la réalité de membranes cellulaires et bactériennes qui peuvent laisser passer des matières solubles, mais sont de véritables limites dans l'espace et caractérisent ce qui est insoluble. C'est donc déjà un travail considérable qui permet de clarifier la réalité du vivant, la source des fermentations, la notion de contagion pour des substrats non organisés comme des jus de fruits ou des soupes de légumes par exemple. Et c'est là où la situation se complexifie de manière étonnante. Il est surpris de constater que dans certains cas, l'inversion du sucre se produit sans présence de moisissure. Je cite. « Il y avait quelquefois, telles de mes solutions sucrées, où le sucre se transformait sans que je visse apparaître de moisissure proprement dite. J'étais fort surpris. Je donnais mon attention au très léger dépôt, le plus souvent blanc, qui se trouvait au fond des flacons où l'interversion s'opérait sans cause apparente. Or, en examinant attentivement ce dépôt, souvent insignifiant, à un grossissement suffisant, je reconnus que c'était de petits corps, plus petits que tout ce que j'avais jamais vu jusque-là. Recueillant autant que je le pouvais de ces petits corps, je constatais qu'ils étaient azotés, substance albuminoïde, et qu'ils pouvaient, étant isolés et remis dans l'eau sucrée, l'intervertir et agir comme ferment. C'est à la recherche de la nature, de leur origine et de leurs propriétés que j'ai consacré plus de 20 ans de ma vie. Ces petits corps, vous l'avez deviné, étaient des microzymas. Voilà, pour finir, donc on va observer cette jolie photo, donc, qui est une photographie au microscope à fond clair d'un jus de fruits. Et donc les petites sphères que vous voyez sont des microzymas. Voilà, fin du deuxième cours. Écoutez, merci pour votre écoute et puis la suite au prochain épisode, comme on dit.